bonsoir à tous et bienvenue à cette toute nouvelle édition d'Appel sur le continent sur la télévision panafricaine. Vous l'aurez donc compris, les Nations Unies accusent l'armée malienne ainsi que les instructeurs russes d'être impliqués dans la mort de 33 civils. En effet, d'après un rapport d'un groupe d'experts missionnés, mandatés par les Nations Unies, rapport qui a d'ailleurs été rendu public vendredi dernier, il faut le préciser. L'armée malienne et les instructeurs russes seraient donc impliqués dans la mort de 33 civils, parmi eux 29 Mauritaniens et 4 Maliens. C'était au mois de mars dernier à Robinet El Altaï, un village situé donc dans la région de Ségou, proche de la frontière mauritanienne. En tentant de décrypter tout cela ce soir avec nos invités que je vais de ce pas vous présenter, Linda Larbaoui, analyste politique et bien sûr spécialiste des questions sécuritaires. Elle est avec nous ce soir une fois de plus. Charlie Kenya est également avec nous, géostratège. Merci à tous les deux d'être avec nous ce soir. Tout de suite, on va entrer dans le vif du sujet concernant donc ces accusations de l'ONU contre l'armée malienne d'une part et les instructeurs russes. Je vais commencer par vous, Charlie Kenya. Alors, après avoir lu, tenté de comprendre, tenté d'ailleurs de décrypter également les quelques lignes de ce rapport donc de ces experts mandatés par l'ONU, la question que j'aimerais vous poser à vous, c'est quelle crédibilité, quel crédit est-ce qu'on peut accorder à ces experts-là qui ont mené des enquêtes pour aboutir à ce rapport donc accusant clairement l'armée malienne ainsi que les instructeurs russes d'avoir tué ces civils au Mali? Si vous me demandez le crédit que l'on peut apporter à un tel rapport, je vous donnerai ma réponse en faisant savoir que le même crédit peut-être qu'on pourrait donner au même rapport qui avait été mandaté pour justement enquêter sur les crimes post-électoraux, les crimes post-électoraux, autant pour moi, en Côte d'Ivoire, qui ont justement amené à ce que des preuves puissent être apportées de nature à pouvoir incriminer un camp qui avait été déjà bien choisi préalablement par la communauté internationale. Je tiens à vous rappeler que ces mêmes preuves qui ont justement permis à ce que l'ancien président de Côte d'Ivoire, la personne Laurent Gbagbo, puisse être déporté du côté de la CPI, se sont vus par la suite être démontés par les avocats de l'accusation qui ont fait en sorte que par cette même Cour pénale internationale, le président Laurent Gbagbo a été acquitté. Donc vous voyez que en réalité, nous sommes là aujourd'hui dans une forme, je ne vais pas parler de chantage, mais dans une forme de manipulation où à l'échelle internationale, à partir du moment où il existe ou alors un camp voudrait se mettre en marche d'une volonté ou d'une directive ou d'une orientation qui proviendrait de ce qu'on a appelé les Big Four, à savoir le G7 et justement des États qui les constituent, eh bien, on essaie de trouver les éléments juridiques, les éléments légaux qui justement parfois cadrent avec le droit international pour pouvoir les accuser. Donc, je crois que nous sommes dans les mêmes schémas parce qu'il faut rappeler qu'aujourd'hui, tout est mis en place pour justement incriminer les autorités de la transition malienne et bien sûr par là incriminer les alliés, à savoir la Russie. On voit tout le déploiement international qui a justement pour Voilà, quelques soucis de connexion avec Charlie Kenya. J'espère que la connexion sera rétablie le plus rapidement possible. Alors Linda Larbaoui, je me retourne vers vous à présent. A priori, j'aimerais savoir quelle vision ou alors quelle réaction vous avez, vous, lorsque vous tombez sur un rapport comme celui qui a été rendu public vendredi dernier par les experts de l'ONU, donc qui porte des accusations on ne peut plus grave, il faut le dire, sur l'armée malienne donc, et les instructeurs russes. Merci de m'avoir invité. Bonjour à Afrique Média. Le rapport, moi, je ne l'ai pas lu. J'ai essayé quand j'ai reçu la demande d'Afrique Média pour participer. J'avoue que j'étais branchée sur autre chose, donc j'ai pas trouvé ce rapport. Par contre, les articles de journaux, ce n'est pas un rapport. La France s'acharne avec ces articles. Et quand on lit l'article, on parle d'experts, mais on ne dit pas ce que les experts ont dit. On est toujours dans des accusations et il n'y a rien de formel. C'est que de l'informel. Après, on nous parle dans cet article d'un diplomate à New York.
qui est ce diplomate? Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Est-ce qu'il travaille à New York? Est-ce qu'il travaille pas à New York? C'est un diplomate français, c'est un diplomate malien. Donc il y a un tas de questions. Si on retombe pas sur le rapport des Nations Unies, je vais rentrer sur le sur la page web des Nations Unies pour chercher profondément. Je vous assure, là, je vous le promets, je vais le faire parce que cette histoire, elle m'intéresse. J'en ai même parlé souvent de l'histoire des Mauritaniens tués. Donc on y est aujourd'hui, nous sommes dans cette histoire-là. Donc il faut qu'on sache vraiment, est-ce que c'est le rapport des Nations Unies ou le rapport de la DGSE via la AFP, l'agence France Presse. Là, on rentre dans une guerre de 4e génération. Nous sommes en plein dedans. Et la propagande, c'est ça l'outil principal de cette guerre 4e génération. L'armée malienne, c'est l'armée malienne qui a fait sortir la France de l'Afrique. La France n'a plus beaucoup de poids en Afrique. Maintenant, c'est les États-Unis qui font leur tournée, c'est les Russes qui font leur tournée, c'est la Turquie qui a signé beaucoup de contrats avec l'Algérie. Mais il y a aussi l'Égypte qui commence à jouer un rôle très important en Afrique, parce que bon, pour le moment, l'Égypte a toujours été considérée comme un pays du Moyen-Orient. Il y a l'Inde qui est là, il y a la Chine aussi qui s'implique. Donc, vu qu'il y a tout ce monde-là, cet article de journal tombe pile poil avec une déclaration très importante, celle de Jacques Attali, qui dit clairement que la France est hors jeu en Afrique. La France, c'est l'empire, c'est pas l'empire qui va disparaître ou qui a du mal à disparaître ou qui veut pas mourir, c'est l'empire qui est mort. Ça, c'est ce que Jacques Attali a déclaré aujourd'hui. Donc c'est important. Jacques Attali, ce n'est pas n'importe qui, et il représente bien la France-Afrique. C'est un homme, il fait partie du lobby de la France-Afrique. Donc il nous déclare ça. Au même moment, il y a un acharnement sur l'armée malienne, et cet acharnement, il s'accentue pour la simple raison que les Américains, on les voit aujourd'hui. Donc forcément, celui qui a fait va payer. Et pour les Français qui sont qui sont revanchards, ils vont s'acharner sur le Mali. Celui qui est au Mali domine. Et pour le moment, les Français, ils y sont plus. Ils sont sortis, même s'il y a toujours des forces de l'ONU qui sont là, mais la France, ça y est, elle ne peut plus continuer. Ça lui coûte très cher de continuer. Et dans tous les sens, ça lui coûte cher. Et ça lui coûte cher en diplomatie, ça lui coûte cher en hommes, ça lui coûte cher aussi en carburant, en argent, à tous les niveaux. Donc, le coupable et le responsable, c'est l'armée malienne. La France a perdu l'Afrique, et ça, c'est depuis qu'il y a eu ce mouvement de la population malienne qui s'est manifesté et qui a dit stop, fini, la France dégage. Nous sommes dans ça. Alors forcément, c'est l'armée malienne qui s'est rangée du côté du peuple et qui va payer le prix. Premier jet d'analyse. Alors je reviens vers vous à nouveau, Charlie Kenya. On parlait de crédibilité tout à l'heure, vous aviez la parole d'ailleurs, hein. Avant que vous ne poursuiviez vos propos, je précise que les experts, hein, en tout cas les experts, ce groupe d'experts de l'ONU a précisé justement, comme Linda Labaoui le soulignait tout à l'heure, non pas dans ce rapport qu'on a déjà pu avoir sous la main, mais dans ces articles justement de presse, le groupe d'experts précise donc qu'il n'a pas pu se rendre sur place, mais qu'il a recueilli plusieurs témoignages. Alors, dans un premier temps, on parle de l'ONU qui confirme les accusations comme si tout avait été clair et net, si je puis me permettre. Et d'autre part, on a un groupe d'experts qui dit néanmoins, voilà, nous n'avons pas pu nous rendre sur place, nous n'avons que des témoignages. Alors, vous parliez de crédibilité, on vous écoute.
Oui, justement, je vous parlais de crédibilité. Je vous disais tantôt que la crédibilité que l'on peut donner à un rapport comme celui-là, c'est la même crédibilité de ces pseudo-experts qui sont arrivés du côté de la Côte d'Ivoire et ont collecté un ensemble de preuves ou alors de fausses preuves de nature à accabler l'ancien président de Côte d'Ivoire, la personne de Laurent Koudou-Babo, contre pour justement le déporter à la CPI. Mais on s'est rendu par la suite qu'il a été acquitté. Et quand vous entendez le rapport de ces pseudo-experts, je me pose la question. Vous dites avoir commis un rapport sur la base des dits, sans toutefois vous rendre sur le terrain. Mais mon Dieu, c'est une accusation assez grave pour que les Nations Unies puissent valider un tel rapport. Parce que, dites-vous bien que lorsqu'on évalue aujourd'hui la situation dans le Nord Mali, je tiens à vous rappeler que de ce côté-là, vous avez des factions armées, vous avez des milices djihadistes, terroristes, qui justement se disputent un certain nombre de localités en fonction des privilèges. Parce que rappelez-vous bien que la bande sahélo-sahélienne est une plaque tournante du trafic de drogue, du trafic de cocaïne en direction depuis l'Amérique du Sud pour justement alimenter les clients d'Europe et d'Asie. Donc, quand vous voyez la grande criminalité qu'il y a de ce côté-là, cela démontre à suffit que on pourrait justement avoir affaire à des bandes armées, à des milices qui justement, du fait de la discussion de ces parts de marché, se font la guerre et on peut assister à ces charniers-là. Il y a également une autre chose, je tiens à vous rappeler qu'il y a de cela quelques mois, lorsque la force Barkhane libérait la base de Gao, il y a un charnier qui avait été découvert juste à côté par une patrouille de l'armée malienne. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vu véritablement les Nations Unies envoyer des experts sur place pour justement comprendre ce qui s'était réellement passé. Donc, on se pose véritablement la question, à quoi jouent les Nations Unies? Est-ce véritablement un rapport des Nations Unies? Quand je parle des Nations Unies, je parle des Nations Unies dans le cadre du respect du droit international, dans le cadre du respect justement de l'intégrité et la souveraineté des États, ou alors on parle d'une caste d'hommes justement au sein des Nations Unies qui, par un certain nombre de lobbies, il faut le rappeler également, veulent justement faire passer les desiderata des pays avec qui ils s'entendent bien. Parce que comme Linda Labaru le disait tout à l'heure, est-ce que ce ne serait pas par hasard un rapport de la DGSE par lequel on a fait passer un certain diplomate des Nations Unies pour nous faire savoir qu'en réalité c'est un rapport onusien? Parce que mettre le sceau des Nations Unies, quoi que nous savons véritablement que c'est une organisation qui aujourd'hui ne se veut pas être impartiale, on est quand même très mal à l'aise de savoir que les Nations Unies peuvent continuer un tel rapport lorsque les conditions justement qui amènent à ce que la confirmation d'un tel rapport puisse se faire n'ont pas été respectées. Il n'y a pas eu de descente des experts sur le terrain. On vous dit qu'on a eu à relever ou alors on a eu à collecter des informations sur la base des déclarations. Qui sont ces personnes-là? On ne vous les cite pas. On ne vous dit pas clairement de quoi est-ce que l'armée malienne est accusée, parce que pour accuser un pays comme cela, vous devez quand même relater les faits. Vous devez dire que cela s'était passé voilà ce qui s'est passé. Mais on ne vous dit pas, on reste dans le flou, mais on est quand même fiers de dire voilà un coupable. Donc vraiment, il faut prendre ce rapport avec des pincettes. Il faut peut-être par là craindre justement un certain nombre de mécanismes de ceux-là qui pensent que ils ont le monopole du droit international. Donc je parle par là la France, parce que si véritablement les Nations Unies veulent se montrer neutres dans ce rapport qu'ils venaient de dicter, je tiens à rappeler aux Nations Unies que on ne saurait compter le nombre d'exactions des armées entre guillemets dites démocratiques sur le sol africain, mais jusqu'aujourd'hui, véritablement, les Nations Unies n'ont pas commis de rapport dessus. L'opération Sangaris à RCA, je crois que la force française, la force française Sangaris qui était de ce côté avait été accusée de viols sur mineurs, de viols sur femmes, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, et un rapport indirectement d'une commission d'enquête indépendante parrainée par la France nous avait parlé d'un non-lieu. Le mercredi 12 juin 2019 au Mali, je crois que c'est l'armée française encore qui tuait un papa de 48 ans avec ses deux fils de 19 et 22 ans. Mais là-bas encore, il y a une commission d'enquête indépendante qui avait été toujours parrainée par la France. On nous a parlé d'un acte involontaire. Je ne vous parlerai pas de ces attaques-là. Je crois que c'était le 1er août 2020 où l'armée française tuait accidentellement, c'est ce qu'on nous a fait savoir, accidentellement un civil dans le nord-est du Mali, tout simplement parce que la force Barkhane effectuant des tirs de sommation contre un cortège qui refusait de ralentir face à un convoi de la force Barkhane. Entre autres, on a eu 2 civils qui ont été blessés. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas vu les Nations Unies faire une enquête dessus. Donc, on peut vous citer des exemples comme ça, sont légion d'exactions. Je ne vous parlerai pas de ce tir
de la force Barkhane du côté du Tchad, qui avait, il y a de cela quelques années, qui a eu à toucher le domicile du premier adjoint au commandant de la garde présidentielle tchadienne. Il y a eu 3 morts. On n'a pas vu un rapport des Nations Unies dessus. Pas plus tard qu'il y a de cela quelques mois, il y a eu encore un tir automoteur, justement, du BIMA, le bâton d'infanterie marin de l'armée française du côté de la Côte d'Ivoire. Il y a eu un tir du BIMA du côté de la Côte d'Ivoire qui a causé la mort d'un berger et de pratiquement une dizaine de ses troupeaux. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas eu de rapport des Nations Unies dessus. Je ne parlerai même pas de l'ancienne procureure de la CPI qui avait été interdite de séjour du côté des États-Unis. Elle avait été fichée persona non grata parce qu'elle venait enquêter sur les crimes de l'armée américaine. Parce que dites-vous bien que je crois c'était en 2019, il y a un magasin allemand qui s'appelle Der Spiegel qui faisait savoir que il y a eu un certain nombre d'exactions de l'armée américaine lors de la guerre en Afghanistan qui se plaisait à tuer des civils et à mutiler les corps comme trophée de guerre. Et d'ailleurs, un média américain, à savoir le Rolling Stone, avait relayé cette information. La CPI, par le biais de Bensouda, venait justement enquêter sur ces crimes de l'armée américaine. Elle a été interdite d'entrer sur le territoire américain. Donc, véritablement, on peut passer la journée à citer des exemples comme ça qui démontrent à Sophie que les Nations Unies auraient pu également s'appesantir sur ces cas-là, surtout que ce sont des faits, il y a des preuves. Mais aujourd'hui, les Nations Unies nous sortent, ou alors indirectement, un caste de personnes, ou alors un caste de diplomates au sein des Nations Unies, nous sortent un rapport comme quoi l'armée malienne serait victime d'un certain nombre d'exactions. Donc vraiment, il faut prendre ce rapport avec des pincettes, il faut également interpeller à l'impartialité des Nations Unies parce qu'aujourd'hui, les faits démontrent à suffit que cette organisation, ma foi, est déjà, ou alors est de nature à protéger un certain nombre d'intérêts de puissance, ma foi, hégémoniques, impérialistes, qui veulent tout faire pour pouvoir maintenir un certain nombre d'États africains sous le joug colonial. Salih Kenyé pour cette analyse. On a le plaisir de retrouver également un autre invité qui nous a rejoint, Sylvain Dobougou, analyste politique. Bon après-midi à vous, chers messieurs. Alors on parle donc de l'ONU, ou du moins d'un rapport d'un groupe d'experts de l'ONU qui accuse l'armée malienne et les instructeurs russes d'être impliqués dans la mort de 33 civils. Vous, comment analysez-vous, comment expliquez-vous ces accusations de l'ONU, entre guillemets, contre l'armée malienne? Bonsoir madame, bonsoir à toute l'Afrique. Je ne suis pas surpris de ce que l'ONU vient de rendre comme rapport, parce que l'ONU, il faut le dire, ce n'est pas, c'est quelque chose qui ne nous appartient pas, qui n'appartient pas à l'Afrique. L'ONU est le bras droit de ceux qui pensent qu'ils ont le droit de vie et de mort des autres nations. Donc les États-Unis, la France et leurs alliés, c'est cela l'ONU. Je crois que De Gaulle lui-même a appelé ça un machin. Voilà, c'est cela. Donc ce rapport ne nous surprend pas. Parce qu'un rapport, lorsque on veut qu'il soit réellement impartial, on cite des sources fiables. On cite des sources fiables. Et comme mon prédécesseur l'a dit, l'ONU, je pense que l'ONU a beaucoup de choses à dire, a beaucoup de rapports à faire. Dans ce que cette organisation elle-même, elle a réellement commis comme crime. L'ONU n'est pas créée pour régler des problèmes, pour protéger les droits de l'homme. L'ONU est là pour créer des problèmes dans les pays qu'on veut contrôler. C'est le diviser pour régner avec l'ONU. On a vu tout récemment en République démocratique du Congo, l'ONU a tiré sur des gens qui veulent libérer leur pays. Et devant toutes les caméras du monde, est-ce que l'ONU a fait une enquête là-bas? Donc pour nous, ce qui se passe aujourd'hui au Mali, c'est une mise en scène pour déstabiliser en tout cas le pouvoir qui est en place, qui est en train de conduire la transition de très belle manière. Et donc, on veut déplacer le problème russe au Mali. Et comme Macron a fait son tour africain et continue de parler, traiter les Africains d'hypocrites, pour eux, c'est maintenant qu'on voit l'Afrique qui revient au centre des relations internationales. Et donc, il faut passer par le Mali, affaiblir le Mali et donc attaquer en même temps la Russie. Sinon, ce rapport, nous disons que c'est un rapport biaisé, c'est un rapport orienté contre la Russie, contre le Mali. C'est les dirigeants de la transition au Mali qui veulent réellement leur liberté.
Parce qu'aujourd'hui, le Mali, lorsqu'on prend toute l'Afrique, le Mali est devenu un aiguillon qui vraiment incite beaucoup de populations à réclamer leur liberté, beaucoup de pays africains à réclamer leur liberté. Et donc, il faut sévir sur le Mali par tous les moyens, salir le Mali, diviser le Mali, décourager les Maliens, et puis, en tout cas, pour que ça serve de leçon à tout téméraire anti-griffe qui se lèvera en Afrique. Donc, l'exemple malien, c'est un exemple c'est un test en fait. C'est un test que l'ONU est en train de faire. Et l'ONU, ce sont tous ces pays qui puisent tout en Afrique pour survivre chez eux. Ce sont tous ces pays. Sinon, quelle puissance les pays africains ont à l'ONU? C'est cela. Donc, ces pays-là qui ont la bombe atomique et qui dirigent l'ONU, qui sont dans le Conseil de sécurité, sont en train de tout faire pour attaquer, voilà, pour déplacer leur guerre avec la Russie, une guerre qu'ils ont déjà perdue économiquement et sur tous les plans avec la Russie. Donc, on veut la déplacer maintenant au Mali, où Macron veut nous donner encore des leçons après des injures de la part de Sarkozy et de lui-même. Il allait encore enfoncer le couteau dans la plaie pour nous traiter d'hypocrites et devant des présidents qui ont applaudi, devant des marionnettes qui ont applaudi, qui n'ont rien dit. Donc, c'est cela, pour nous, ce rapport-là va dans ce même sens, dans le même sens de dénigrer les Africains. Ce n'est pas le Mali seulement qui est vraiment visé, c'est pour affaiblir le Mali, pour que le Mali serve de cobaye, pour que le Mali serve de leçon à tous les autres pays, à ses voisins qui voudront se lever pour réclamer une véritable indépendance et dire adieu les camps militaires français, adieu ces faux coopérants français. Voici ce que je peux dire pour le moment. Merci beaucoup à vous, cher Sylvain Dobougou. Merci pour toutes vos analyses. Alors, Linda Larbaï, je reviens vers vous. Tout à l'heure, vous parliez d'un certain acharnement. Alors, la question que j'aimerais poser cette fois-ci, c'est si acharnement il y a effectivement, quel est le problème? Ou alors, si on veut, qui pose problème? Est-ce l'armée malienne désormais qui se veut une armée républicaine, ou alors ce sont les instructeurs russes qui aident d'une certaine façon, qui tiennent désormais le bras de cette armée-là? Qui pose problème réellement? Pourquoi cet acharnement? Ce qui cause problème, c'est la richesse de l'Afrique et la pauvreté de l'Europe en matières premières. C'est le véritable combat. Parce que là, pour arriver à ça avec les Maliens, l'histoire, elle a démarré tout comme en Algérie et nous sommes liés, les deux pays sont liés. Pour tenir l'Afrique, il faut tenir le Sahel, ça c'est sûr. C'est un prolongement, l'Algérie est un prolongement du Mali. Si on va d'en bas, le Mali est un prolongement de l'Algérie. Voilà, c'est la même histoire. Donc, ce qui cause problème, c'est que on n'arrive pas à casser les deux pays. Les deux pays, à chaque fois, ils sont revenus de loin, mais ils sont revenus. Dans les années 70, vers le 78, 79, l'histoire des Azawad, elle commence là. Donc, on est dans une guerre idéologique. La guerre idéologique est plus facile pour casser un pays. C'est très simple de casser un pays avec une idéologie. Donc, elle a démarré avec cette idéologie de Azawad, berbéristes, les Kabyles en Algérie. Et en 1970, déjà, on a créé un drapeau pour les Amazirs. On a créé la Mazirité, mais en même temps, on a créé le Grand Maroc. Et le Grand Maroc, il va jusqu'au Sénégal. Donc, c'est toute cette zone qui est concernée. On avance dans le temps, ça marche pas, donc on va passer de l'idéologie ethnique à une idéologie religieuse. Ça a fait beaucoup de dégâts, mais pendant ce temps-là, bon, les Algériens se sont battus, ils ont réussi à stabiliser le pays et ils sont revenus de loin, ce que je disais tout à l'heure. Les Maliens, ils tombent dedans à leur tour, mais ils reviennent. Pourquoi ils reviennent? Et pourquoi les Algériens sont revenus? Parce que il y a une autre chose que l'idéologie qui s'est installée dans les deux pays. C'est le nationalisme. Et le nationalisme, c'est le pire ennemi de l'idéologie. Donc aujourd'hui, ce que cherchent les Français,
quand Macron il parle d'ethnie et massacrer une ethnie, tout ça, c'est refaire ce qu'ils ont réussi à faire au Rwanda, c'est-à-dire mettre le pays à sac à travers les ethnies. Et c'est là où il faut pas que nos frères maliens tombent. C'est ce piège-là qui est tendu. On va commencer par l'armée qui tue, après on va dire tiens l'armée, mais c'est telle ethnie de l'armée qui tue, et après on va avancer. Il faut surtout qu'ils contre tout ça tout de suite. Il faut pas qu'ils attendent. Et parce qu'ils risquent de tomber dans le piège, l'opération qui tue qui, le verbe tuer, qu'a subi l'Algérie par exemple. Il y a eu des dizaines de livres qui sont sortis qui accusaient l'armée algérienne, mais il n'y a jamais eu de preuves. Donc, ce qui m'étonne, moi, dans tout ça, c'est que quand j'ai lu l'armée malienne avec les Blancs. Déjà, c'est choquant. Les Blancs proches du Kremlin. Il y a, là, par exemple, dans cette phrase, ce qui me gêne, c'est que là, on attaque, on veut remonter la population africaine contre les Blancs proches du Kremlin. Moi, ce que j'ai lu, c'est plus des services secrets, je vous le dis, parce que les mots sont vraiment choisis, on nous donne pas de détails, absence de nom, voilà. Le rapport est toujours accusateur, donc il y a aucune affirmation de la part de l'ONU, et l'ONU ne pourra jamais condamner ce genre d'opération, parce que moi, je suis persuadée que l'armée malienne n'a rien à voir avec tout ça. L'ONU ne pourra pas condamner, parce que ce qui se passe dans le Sahel, il y a des pays de l'ONU, ceux qui ont le droit du veto, qui sont très impliqués. C'est Madeleine Albright qui a dit que Al-Qaïda, c'est eux qui ils l'ont créé. Ça vient pas de ma bouche. Quand on prend Hillary Clinton, elle aussi, elle a dit on a créé Daesh. Daesh, c'est une branche d'Al-Qaïda. Et elle a dit qu'il gérait Al-Qaïda. Donc, déjà, par ces dénonciations, les États-Unis s'impliquent. Donc, s'il y a massacre, ils s'impliquent. Tout ce qui se passe dans le Sahel, la France est impliquée, les Anglais sont impliqués. Donc, l'ONU ne pourra jamais condamner. Et sachez une chose, je suis très calée au niveau du terrorisme international, et je peux vous jurer que jusqu'à présent, aucun terroriste n'a été condamné, ni par le tribunal international, ni par un rapport de l'ONU. Jamais c'est arrivé. Ce sont des gens qui travaillent pour des grandes instances. Celui qui a écrit Algerian Massacre, par exemple, Abbas Alwa, il était à Benghazi avec BHL, avec Sarkozy et avec toute l'équipe des anciens terroristes algériens du GIA. Ils portent aujourd'hui le nom de Rachad, c'est les mêmes personnes, c'est les mêmes visages, et c'est eux qui sont dans le Sahel. Parce que quand on prend le moufti de Al-Qaïda, c'est Abu Hafs le Mauritanien. Il fait partie du même clan. Donc l'ONU ne pourra pas condamner ce genre de choses. Mais à nos frères maliens, surtout nos amis de l'armée malienne, il faut qu'ils contre ça. Il faut que la population malienne aussi contre. Parce que nous, les Algériens, on ne s'est pas laissé faire. Et c'est la même trajectoire qui a même jusqu'au Cameroun, ça peut dégénérer. Mais c'est le même programme. C'est pas la théorie du complot, c'est le même complot qui existe depuis 1970 pour réoccuper l'Afrique une deuxième fois. Mais c'est la faute de l'Afrique qui est très riche, on va dire ça comme ça, pour ne pas dire que ce n'est pas une faute, c'est notre malheur. Malheureusement, dans ce bonheur, il y a un malheur et un prix à payer. Nous sommes en train de le payer. On est en train de payer par le sang nos richesses. Linda Labaoui, pour cette analyse. Alors, je me retourne vers vous à présent, Charlie Kenyé. Alors, Linda Labaoui l'a dit tout à l'heure, hein, pour tenir l'Afrique, d'une certaine façon, il faut véritablement tenir le sel. Alors, si la France, l'Europe ou même l'Occident ne parvient plus à tenir l'Occident comme cela semble visiblement être le cas ces derniers mois, est-ce qu'il y a, selon vous, parce que je vous pose la question, parce que vous êtes géostratège, est-ce qu'il y a ou est-ce qu'il y aurait des risques
que de telles accusations, par exemple, comme celle-ci, ou alors que ces acharnements dont parlait Linda Labarre tout à l'heure, se multiplient à l'avenir? Bien sûr. Je crois qu'il y a de cela quelques semaines, j'ai rédigé une chronique dans ce sens-là. C'est de bon ton, vous savez, pour ajouter à ce que Linda Labarre disait tout à l'heure lorsqu'elle citait Madeleine Albright avec Hillary Clinton parlant de cette fabrication d'Al-Qaïda. Je crois que l'ancien secrétaire d'État à la défense quelques petits soucis avec vous, Charlie Kenyé. On espère que le réseau nous permettra instamment de revenir vers vous. Alors, Sylvain de Bougou, je reviens vers vous. Comment est-ce que vous analysez justement l'acharnement qui semble justement s'abattre actuellement sur le Mali, non seulement l'armée malienne d'une part, et aussi les instructeurs russes ne sont pas en reste, parce que tout de même, il faut dire que dans le cas d'espèce, ces instructeurs russes seraient, en tout cas selon ce rapport de l'ONU, seraient donc responsables d'un certain nombre d'exactions. Vous savez, aujourd'hui, depuis un moment, depuis que cette affaire de l'Ukraine, cette crise a éclaté, on voit que le monde est en train de devenir un truc multipolaire. Donc, cette façon de rater, en tout cas ce qu'on contrôle, fait mal. Ou bien, oui, ça fait mal à l'Occident. L'Occident se rend compte que il n'est plus le seul maître du monde. Il n'est plus le seul maître du monde. Donc, il faut s'acharner sur le Mali, comme je le dis. Il faut s'acharner sur l'armée malienne. Il faut s'acharner sur toute personne qui vient aider le Mali pour son indépendance véritable, pour donner de l'exemple, pour servir de cobaye. C'est ce que c'est une action désespérée que l'ONU et ses alliés ou bien tous ceux qui sont là-dedans sont en train de mener contre l'Afrique. L'Afrique que je disais tout à l'heure, qu'ils viennent de redécouvrir, l'Afrique qui regorge de toutes les richesses. C'est cela. Donc, il faut s'acharner, il faut aller intimider ceux qui dirigent le Mali aujourd'hui. C'est ce que l'ONU est en train de faire. Parce que l'ONU ne peut pas laisser, ou bien l'Occident ne peut pas laisser facilement le Mali et tous les pays africains qui sont riches. Nous sommes victimes, l'Afrique est victime de ses richesses. L'Afrique est victime de ce qu'elle a, c'est que, en tout cas, son sous-sol lui donne. Et donc, ne pas contrôler cela par tous les moyens, l'Occident se rend compte que déjà coupé ou bien menacé par la Russie au niveau du gaz et du pétrole, si l'Afrique tombe sous le contrôle ou bien tisse des liens véritables avec la Russie et la Chine et avec les BRICS, vous voyez que l'Europe se sent très, très menacée. L'Europe va devenir, en tout cas le continent des mendiants. Voici la réalité. Et donc, il faut dès maintenant, tant que mieux que possible, tant qu'on a les armes, il fallait menacer le Mali, il fallait corrompre des marionnettes qui se disent des présidents, un peu partout sur le continent africain. Et donc, pour nous maintenir, voici ce qui justifie la réaction de l'ONU et de la France, de l'Angleterre et des États-Unis. C'est cela la réalité. Vous voyez, le voisin du Mali, la Côte d'Ivoire, vous voyez le 43e BIMA, chaque fois renforcé par l'armée, parce que la France est au courant. La France sait que ça peut faire un effet de boomerang en arrivant en Côte d'Ivoire. Donc perdre le Mali, perdre la Côte d'Ivoire et d'autres pays, ce serait au revoir ou bien adieu la France. C'est pour cela il faut menacer celui qui a le premier osé défier, en tout cas défier le statu quo. Voici ce qui justifie en tout cas l'acharnement sur le Mali. Pour vous, Sylvain de Bougou, je rappelle que le standard est d'ores et déjà ouvert. Vous pouvez nous appeler pour participer avec nous en direct à cette thématique unique cet après-midi. On parle donc
de l'ONU qui accuse l'armée malienne et les instructeurs russes d'être impliqués dans la mort de 33 civils. Alors, Lina Labaoui, je reviens vers vous. Tout à l'heure, vous disiez justement qu'il faudrait qu'on tente de comprendre si finalement c'est un rapport en bonne et due forme de l'ONU ou alors ce sont seulement des articles de presse. Alors, selon vous, qu'adviendra-t-il exactement, ou alors est-ce que votre analyse de la situation changera-t-elle si jamais il s'avérait que ce rapport était un rapport bel et bien confirmé par l'ONU tel que ces articles de presse nous le rapportent? Ça ne changera rien parce que un rapport n'est pas une condamnation. Si l'ONU doit faire un rapport, ça veut pas dire qu'il y a condamnation derrière. Et les rapports de l'ONU sont quand même sérieux, attention. Hein. Ils ont essayé avec l'Algérie. Il y a même eu à l'époque où des délégations qui se sont rendues en Algérie. Parce qu'avec l'Algérie, c'est très particulier, c'est très profond. Il y a eu l'affaire de l'avion qui a été détourné, qui a atterri aussi à Marseille, tout ça que les terroristes voulaient faire exploser. Il y a eu l'affaire des moines qui a touché le monde entier. C'était des moines qui étaient là depuis tout le temps, depuis disons même l'occupation française, hein, ce monastère existait. Il y a eu des tueries de villages entiers exterminés. Donc on a vécu des choses très profondes. Et l'armée était toujours ciblée, mais on n'a jamais pu condamner et on n'a jamais condamné. Parce que ils se basent sur des preuves. Et les preuves, il n'y avait pas, comme aujourd'hui, ils sont pas. Il faut se déplacer, il faut discuter avec les locaux, il faut ramasser des preuves matérielles, c'est beaucoup de choses. Un rapport ne se fait pas juste comme ça. Parce que, arrivé au moment crucial, il va y avoir un veto russe, un veto chinois, peut-être aussi un veto américain. Les Américains sont en train de retourner leur veste, ils sont en train de lâcher l'Europe. Et les Anglais ne sont plus dans l'Europe. Donc un rapport ne se fait pas en claquant des doigts, surtout pas dans le Sahel. Le Sahel, encore une fois, c'est particulier. C'est plus de 200 tribus qui sont là. C'est des ethnies complètement différentes. C'est un mode de vie différent. Et avec tout ça, il faut composer. Si on peut parler du Mali, ou on peut parler de l'Algérie, ou de la Mauritanie, tous les pays sahéliens, ils ont eux-mêmes des difficultés quand il y a des enquêtes. Eux-mêmes, ils sont du pays, mais ils ont des difficultés à avancer. Alors, je vous dis pas les autres. Quand il y a des étrangers qui s'amènent, ils ont du mal. Ils auront du mal. Mais en tous les cas, un rapport ne se fera pas comme ça. Un rapport, pour qu'il soit vraiment surtout depuis toute la propagande qu'on nous a fait vivre depuis 1991, et ben maintenant les gens ne marchent plus dans tout ça. Il faut passer à autre chose. La France, est-ce que ces articles sont pour les Français? Je dirais oui. Parce que quand on entend Macron qui dit ou des officiels français qui disent on veut pas travailler avec un pays qui travaille avec Wagner, on veut pas s'impliquer avec Wagner. Donc, ils veulent partir la tête haute. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas faire du mal à la réputation de l'armée malienne. Loin de là. Ils se sont acharnés sur les Algériens. Pourquoi? Parce que c'est le seul pays qui a réussi à les combattre. Et c'était non seulement une force d'occupation, mais c'était un colon d'implantation. Alors, c'est un peu l'histoire des Palestiniens aujourd'hui et des Israéliens. Allez sortir un colon d'implantation. Il n'y a qu'un seul peuple qui a réussi à le faire, c'est le peuple algérien. Maintenant, ce peuple algérien a été aidé. Et quand on voit l'acharnement de la France, c'est d'abord le Mali, le Niger, le Burkina, et c'est ces pays-là qui ont aidé les Algériens. Ils les ont énormément aidés. Donc aujourd'hui, ils payent le prix. Quand on voit l'acharnement de la France sur Kidal, c'est représentatif. C'est la ville de Kidal, le combat de Kidal en 1960 qui a libéré le Sahel. Donc ils sont revanchards. Ils n'oublient pas, ils veulent rester, ou s'ils partent, il faut qu'ils partent la tête haute, mais il faut qu'ils fassent payer aux autres. Ça, c'est un esprit colonial.
Ça, c'est l'esprit des lobbies français qui n'ont jamais voulu quitter l'Afrique. Et aujourd'hui, plus que jamais, avec la crise existante, la crise financière, économique, la France a besoin de l'Afrique. Donc le bouc émissaire le plus facile à abattre, c'est l'armée malienne. C'est elle qui a pris le pouvoir de force au Mali, et c'est elle qui a fait le coup d'État. Donc c'est la cible. Oui, pour cette autre analyse, on va donc ouvrir le standard et permettre aux téléspectateurs de s'exprimer. On va retrouver depuis la ville de Yaoundé au Cameroun André qui nous a rejoint en direct. Bon après-midi à vous, cher André, bienvenue, vous êtes en direct. Allô? Oui, bonsoir madame. Bonsoir monsieur André, bienvenue, vous êtes en direct. Ok. Je suis avec attention depuis quelque temps tout ce qui se passe au Mali, en Afrique, l'ONU et tout ça. Madame, vous savez, j'ai 72 ans, nous sommes fatigués. Nos chefs d'État sont des potrons. On ne peut pas menacer un pays comme le Mali tout le temps, des rapports et tout et tout. Disons à la France, fiche la paix. Qu'elle rentre chez elle. Tous ces discours, ces tenues, ces débats-là, ça ne sert à rien. Que la France rentre chez elle, qu'elle a fait le rapport chez elle. On a tué les gens ici. J'ai écouté Macron dire la dernière fois qu'on va saisir les historiens. Qui a aussi saisi les historiens pour aller faire les enquêtes au Mali? On est fatigué. S'il vous plaît, dites à ces gens de partir. Merci. Vous, cher André, nous savons que nous remercions pour votre appel et votre participation. Le standard reste tout de même ouvert. Vous nous retrouvez en direct pour aborder cette thématique unique cet après-midi. Les Nations Unies qui accusent donc l'armée malienne et les inspecteurs russes d'avoir tué 33 civils, parmi eux 29 Mauritaniens et 4 Maliens. Alors, je me retourne vers vous, Charlie Kenyé. J'espère que cette fois-ci sera la bonne. Vous parliez tout à l'heure. En attendant, j'aimerais savoir, à la suite de ce que vous disiez, s'il est possible justement d'embrayer également sur ce que disait tout à l'heure Linda Larbaoui. Elle soulevait justement dans ce rapport à plusieurs reprises les articles qu'on a pu consulter justement. On a vu cette expression qui est revenue à chaque fois. L'ONU confirme l'implication de l'armée malienne et de soldats blancs, entre guillemets. Qu'est-ce que cela vous inspire, ce terme-là, soldat blanc? Parler de soldats blancs, ils ont parlé de soldats blancs pro-russes. C'est-à-dire que on a stigmatisé, on a donné clairement. Exactement. Donc vous voyez que ce sont des méthodes, ce sont des schémas dignes en réalité du renseignement français. Et comme dit Dalabaro le disait, c'est-à-dire que véritablement ils refusent de s'adapter avec l'évolution du monde parce que cela entre dans ce qu'on appelle la propagande de guerre. C'est du soft power, c'est-à-dire que on utilise un certain nombre de schémas pour justement retourner les peuples contre eux. Ça a commencé avec des conflits interethniques. Lorsqu'on voit que là-bas ça ne donne pas, on attaque avec les conflits interreligieux. Et forcément, on arrive à une situation d'embrasement où on justifie justement la présence de ce qu'ils appellent les casques bleus, les forces de maintien de la paix. Donc il faut très bien comprendre ça. Et on ne saurait détacher cette réalité du contexte actuel malien parce que nous évoluons dans un contexte où, du côté du Mali, on voit très clairement comment il y a des mouvements, des manifestations en masse, en millions, où les populations, à travers le mouvement Yéro debout sur les remparts, dont je salue les stratèges ici, mobilisent le peuple malien au quotidien justement pour appeler au départ de la MINUSMA. Et lorsqu'on parle de la MINUSMA, je tiens à vous rappeler que ce rapport également peut être utilisé comme moyen de pression parce que véritablement, au moment où je pense que ce débat ou alors ce dossier sur la table des autorités maliennes à véritablement voir si oui ou pas la MINUSMA doit rester du côté du Mali. Et dites-vous bien que ce genre de rapport également vient comme une forme de moyen de pression, parce que lorsqu'on sait très bien qu'à la tête de la mission des Nations Unies pour le Mali, la plupart des officiels qui siègent au sein de cette institution-là du côté malien, ce sont
des Français, ça il faut le dire, et on sait très bien qu'aujourd'hui, c'est la seule force de reconnaissance, ou alors c'est le seul œil, si je peux le dire ainsi, que la France et bien sûr ses alliés ont sur le territoire malien. Donc, le départ de cette force-là véritablement poserait ou alors générerait franchement les intérêts maliens sur le territoire, les intérêts français, par autant pour moi, sur le territoire malien. Et dernièrement, pour revenir encore à l'actualité, on se souvient que le commandant de la force Barkhane, le général Michon, faisait savoir que les forces russes, aujourd'hui, du tout côté du Mali, sont payées avec l'or malien. C'est-à-dire que par ce discours-là, le général voulait démontrer à Stifi que le rôle de la Russie, la présence russe sur le territoire malien n'est point d'aider l'armée malienne, mais plutôt de s'accaparer des réserves ou alors des richesses du peuple malien. Donc aujourd'hui, on comprend très bien par là que c'est justement ça leur problème. C'est-à-dire que ce sont ces immenses richesses-là qui échappent totalement à leur contrôle, qui leur fait mal. Parce que dites-vous bien que si on dit ou on revient de voir ce qu'on a l'habitude de dire, à l'échelle internationale, on nous fait savoir que la France, c'est la 4e réserve d'or à l'échelle internationale, avec une réserve de pratiquement 2346 tonnes d'or. Mais bon Dieu, alors qu'au même moment, un pays comme le Mali, qui produit pratiquement 60 tonnes d'or par an, ne fait pas partie des pays ayant une réserve d'or à l'échelle internationale, même pas parmi les États francophones, même pas parmi les États africains. Vous comprenez très bien que lorsqu'on parle d'allocation familiale, lorsqu'on parle de prime au chômage et bien d'autres choses, eh bien, c'est justement sur ces richesses-là, c'est justement sur cette or-là qui vient d'un peu partout en Afrique que la France s'appuie pour justement supporter cette économie-là. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans des guerres par procuration parce que c'est de ça dont il s'agit. L'Afrique aujourd'hui subit des guerres par procuration. On a déplacé, on a déporté le théâtre ou alors le conflit que vient sur le sol malien, et parce que la Russie est cet allié vraiment stratégique du Mali qui met en mal ces schémas qui avaient été pensés par une caste de personnes, par ces lobbies très puissants qui commandent même l'État français. Eh bien, il faut donc tirer sur cette personne-là. On commence à faire de la stigmatisation, parce que c'est de ça dont il est question. C'est de la stigmatisation. On nous parle des blancs pro-russes. On aimerait bien demander à ces personnes-là comment, et je cite ici le président ougandais, qui faisait savoir que comment est-ce que vous vouliez que moi je fasse de quelqu'un un ennemi, et pourtant celui-ci n'a jamais participé à mon malheur. Donc aujourd'hui, nous sommes dans des vieux schémas de la France-Afrique, nous sommes dans les vieux schémas de la DGSE qui font en sorte que à chaque fois qu'ils sont mis à mal quelque part, on joue sur des canaux de pouvoir non seulement créer des moyens de pression pour revenir discuter avec les États, mais bien plus encore pour confronter les peuples entre eux et justifier le maintien, bien sûr, des forces de maintien de l'ordre, précisément de la MINUSMA. Et aujourd'hui, je pense que c'est ça le défi, le départ de la MINUSMA. Et pour ne pas quitter le Mali, parce que c'est ça le débat aujourd'hui, je pense qu'il y a un ensemble de schémas qui sont en train d'être mis sur pied pour justement servir de moyen de pression, pour obliger le gouvernement malien, les autorités maliennes à ne pas laisser partir la MINUSMA, ou alors pour les contraindre à ne pas laisser, à ne pas demander au départ de la MINUSMA. Et ce rapport nous a justement fait partie de ces moyens de pression-là qui vont être utilisés, peut-être qui seront utilisés contre les autorités maliennes pour dire non. Vous verrez que votre pays n'est pas encore totalement pacifié. Il y a des choses à vous reprocher. La MINUSMA doit rester justement pour servir de paravent, pour servir peut-être de caution morale. Et c'est ainsi qu'on va continuer à ce que cette force-là puisse se maintenir du côté du Mali, mais sans toutefois mettre en avant les intérêts français, pardon, les intérêts maliens, parce que le but premier aujourd'hui de la MINUSMA, c'est de jouer le rôle de force de reconnaissance, c'est de jouer le rôle de mission de reconnaissance pour justement la France et certains de ses alliés qui, depuis le départ de son ambassadeur, depuis le départ d'un certain nombre d'autorités là-bas, n'ont véritablement plus le contrôle sur la situation, sur le théâtre malien. Et la MINUSMA étant le dernier recours, il est impératif pour eux de faire en sorte que cette force puisse se maintenir sur le territoire malien, parce qu'il en va justement de leur intérêt hégémonique, justement des schémas qu'ils auraient pensé pour mettre en mal, pour justement briser, pour stopper net le processus de transition qui est porté par les autorités de la transition malienne. Merci beaucoup à vous, Charlie Kenyé, pour cette autre analyse. On va retourner au standard et on va retrouver un téléspectateur qui nous a rejoint depuis la Côte d'Ivoire, me signale-t-on. Allô, bonsoir à vous, bienvenue, vous êtes en direct, on vous écoute. Allô, bonsoir, bienvenue, vous êtes en direct. Bonsoir madame. Bonsoir, bienvenue. Côte d'Ivoire. Vous êtes en direct, monsieur, on vous écoute, bienvenue. Ok, d'accord. Bon, ben, je pense que la France
en train de perdre pied en Afrique, ils ne veulent pas reconnaître cela. Mais c'est les Russes qui sont en train d'attaquer. Parce qu'ils voient que c'est la Russie qui est en train de mélanger tout leur bien, les chasses gardées en Afrique, c'est la Russie qui a fait tout mélanger. Donc, c'est pour ça qu'ils sont en train de dire donc, que c'est les soldats maliens et puis un blanc. C'est tout ce qu'ils peuvent dire. Sinon, qu'ils sont en train de perdre pied. Et non, qu'il nous faut de la paix. Et on est fatigué de tout ça. Hein? Eux-mêmes, ils ont dit non que si Macron même a dit à Modio Vision, hein? Si on ne veut plus de nous, on s'en aille. Mais on vous dit de partir, et pour partir aussi, c'est un problème. C'est bizarre. Merci, madame. Je suis énervé tellement. On raconte des choses qui n'ont pas de sens. Monsieur, merci beaucoup pour votre appel et votre participation. Derrière vous, on va retrouver Monsieur Jean qui nous a également rejoint en direct. Bonsoir à vous, Monsieur Jean. Bienvenue. Vous êtes en direct. L'Afrique vous écoute. Bonsoir Vanessa. Vous m'entendez? Je vous entends très bien. Je vous entends parfaitement. Allez-y, vous êtes en direct. Alors bonsoir Vanessa, vous m'entendez? Bonsoir, nous vous entendons très bien, Jean. Vous êtes en direct. Allez-y, l'Afrique vous écoute. Ok, merci beaucoup. Je salue vos invités, Linda et puis Charlie, et les techniciens et tous ceux qui interviennent sur Afrique Média. Salut. Et vous voyez ce qui se passe, c'est bon que ces choses-là se passent pour que les Africains, tous ceux-là qui dormaient, se réveillent parce que on a besoin de l'éveil de tout le monde pour faire face à ce mal qui est la France, l'ennemi de l'Afrique depuis longtemps, le mal qui ronge l'Afrique depuis longtemps, l'ennemi, Satan, ce qu'on appelle Satan, l'obscurité, c'est ça, la France. Et nous appelons le peuple français au témoin, à témoin plutôt, pour que, avec nous, ce que nous vivons, et aussi voient, ils écoutent. Si il y a 2, 3 qui écoutent Afrique Média, qui transmettent le message au peuple français, nous sommes en marche. Vous voyez, comme l'a dit Charlie, c'est comme ça que l'ennemi, le mal fait. Parce que le thème, quand on dit Satan, les gens pensent que c'est comme ça que le mal fait. Un pays qui se permet, qui s'arrole le droit de manipuler, de tuer, de broyer, sans pitié, les Africains, en riant même, en disant coopération. Même si les Africains comprenaient ce que la France faisait jusqu'aujourd'hui, si nous avons tous compris, là qu'un président français viendra mettre pied en Afrique. Parce que nous allons les voir comme des gens à chasser. Je ne dis pas bien le peuple français, les autorités françaises. Parce que ce qu'ils font aux pays africains, ce n'est pas faisable. Ce n'est pas bon, ce n'est pas humain. C'est inhumain. Alors, ils utilisent l'ONU et ces organisations pour intimider, pour truquer, pour manipuler les Africains. Ce n'est pas sérieux. Et vous pensez que dans cette ambiance, dans cette manigance, le peuple français va vivre. Il y aura de la braise sur les têtes. Parce qu'il y a trop de péchés. Il y a trop de mal que ce pays a fait aux autres humains. Qui sont comme eux. Mais s'ils persistent, c'est parce que c'est le mal. Le mal est pour le mal. Il n'y a jamais le bien dans le mal. Donc, vous voyez, c'est énervant, effectivement. C'est agaçant. Nous sommes en chemin. Nous allons arriver à un moment où, je vous le disais, on va chasser toutes les entreprises françaises en Afrique. Il ne faut aucun bien aux Africains. Ils sont endossés par les puissances telles que l'Amérique et autres. Vanessa, c'est un complot. L'ONU n'a plus de sens. L'ONU, ce qu'on appelle l'ONU, je ne sais pas qui est l'ONU. Est-ce que vous connaissez l'ONU? Vous connaissez la personne de l'ONU? C'est pas la France qui joue tout ce rôle-là dans l'ONU pour les pays africains. Appelez le chat patient, c'est la France. Mais les secrétaires de l'ONU, ce que vous dites là, ils sont seulement aspect visible. Mais ceux qui travaillent à l'intérieur, ceux qui s'occupent du dossier africain, c'est les Français. Pour intimider, pour tuer. Mais pourquoi cet acharnement depuis longtemps, les Français, les autorités françaises? Pourquoi?
Même si on vous pose la question, vous ne pouvez pas répondre parce que vous êtes le mal. Et vous nourrissez le mal à vos enfants. Et il continue. Non, ça va s'arrêter. Que ça s'arrête, que les Maliens continuent leur bataille de libération et que les autres pays africains imitent et emboîtent le pas des Maliens. Et ça va venir. Parce qu'il faut la paix sur la terre. Il faut que le mal soit évité pour que la paix règne. Il faut que la France soit évitée pour que la paix règne. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en guerre. Merci pour votre appel et votre participation. On va rester au standard et on va retrouver un autre téléspectateur qui nous a rejoint depuis la ville de Bamenda au Cameroun. Bonsoir à vous, bienvenue, vous êtes en direct. Allô, bonsoir, bienvenue. Je peux parler maintenant? Vous êtes en direct, monsieur, on vous écoute. Bonsoir, bienvenue. Ouais, bonsoir, madame Manuela. Ouais, j'appelle, je suis dans la ville de Bamenda. Allô? Allez-y, vous êtes en direct, monsieur. Ouais. Ouais, je voulais... Bonsoir à tous les Africains, bonsoir à tous les panélistes. Oui, madame, je voulais vous... Nous ne voulons plus les Français et Catholiques. Nous ne voulons plus les Français en Afrique, nous ne voulons plus les Français. On est dans le nord-ouest, nous ne voulons plus les Français. On a un petit pays à Afrique, nous devons ne pas aller sur le frère. On se fait tellement. Moi, j'ai un diplômé qui a fait ça, là, des centenaires. Et moi, je dis aux Français, avant de l'enfant, c'est qu'il faut que tu dégages en Afrique. Merci, madame, bonsoir. C'est comment je l'ai dit. Merci aujourd'hui que j'ai appelé ça. Cher monsieur, merci beaucoup pour votre appel depuis la ville de Bamenda. Lorsque vous appelez en direct, s'il vous plaît, éloignez-vous de votre téléviseur, voilà, pour que la communication puisse être beaucoup plus fluide pour tous. Alors, on va revenir avec nos invités. Je vais commencer avec vous, Linda Larbaoui. On sait que, dans la foulée de ces accusations, au départ, lorsque tout avait commencé, cette affaire, justement, de civils tués avait fait grand bruit entre le Mali et la Mauritanie, justement parce que certains responsables mauritaniens avaient quand même accusé l'armée malienne d'actes criminels récurrents contre des citoyens. Bamako, on s'en souvient, avait dit que rien ne mettait en cause son armée. Alors la question que j'aimerais vous poser, Linda là-bas, est-ce que vous pensez justement que cette sorte de fougue, de force, de détermination qu'on a observé ces derniers mois, ces dernières semaines chez les autorités de la transition au Mali, est-ce que vous pensez qu'ils vont les autorités, qu'elles vont la maintenir justement jusqu'au bout? Et quand je parle de bout, je veux dire jusqu'à la fin, quoi. C'est-à-dire jusqu'à ce que peut-être l'Afrique puisse être libérée, ou alors que le Sahel puisse être libéré. Est-ce que vous pensez qu'il puisse tenir vraiment le Mali? Déjà, le Mali fait face à un embargo, même si on a levé quelques sanctions, ce n'était pas pour rien qu'on les a levées, c'était pas au profit du Mali qu'on a fait ça. Mais moi, je me souviens d'une chose, que quand il fallait livrer les espèces d'hélicoptères, c'est l'Égypte qui a ouvert son ciel aérien pour que ces hélicos puissent arriver jusqu'au Mali. L'Algérie ne pouvait pas à cette époque-là. Après, on a vu un soutien aussi de la Tunisie. Et après, le soutien aussi de la Mauritanie. Et c'est grâce aux pays qu'il y a autour que le Mali a pu faire face à tout ce qu'il y a eu comme sanctions. Donc, il y a déjà une solidarité africaine qui est née depuis, je dirais, depuis le Hirak algérien. Ça a changé beaucoup de choses. Il fallait que l'Algérie change pour que ce qu'il y a autour change. Je vous ai parlé hier d'un rapport qui a été rendu en 1994, où j'ai parlé du Nigeria et de l'Afrique du Sud, que c'est des pays qui peuvent être influencés par ce qu'il y a autour d'eux, ou qui peuvent influencer les pays qui sont limitrophes. Donc l'Algérie fait partie de ces pays-là, fait partie du Sahel. Je pense que les Algériens ont joué un rôle très important dans tout ça, mais encore une fois,
la sécurité des deux pays, elle y va de la solidarité des deux pays entre eux. Mais il y a eu des Algériens aussi qui sont morts, hein, je vous le dis. Par rapport aux Mauritaniens, je me souviens aussi qu'une délégation malienne s'est déplacée pour s'expliquer. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, on peut encore nous diviser. Il y a trop de travail, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, il y a un travail qui a été fait qui apporte ses fruits aujourd'hui. Par exemple, Alger ou Nouakchott, il y a déjà une ligne maritime qui a été ouverte depuis quelques mois, et là on voit qu'il y a une ligne maritime qui a été ouverte avec Dakar, Alger-Dakar, et puis il y a un gazoduc qui concerne l'Algérie et le Mali. Ça n'a rien à voir avec le gazoduc du Niger et du Nigeria. Il y a un travail qui est en train de se faire. Et hier, on a fait une émission par rapport à l'Afrique du Sud. La déclaration du ministre des Affaires étrangères de l'Afrique du Sud a été excellente, justement pour remettre les Américains en place, pour leur dire carrément ce qui se passe en Libye, vous êtes responsables, et elle les a mis face à leurs responsabilités, et par rapport aussi au retard qu'il y a en Afrique, et qui sont aussi responsables mais coupables. Donc il y a un travail de coalition qui est en train de se faire, sans parler du G4, à l'initiative de l'Éthiopie, c'était une excellente initiative. Il y a le Nigeria, il y a l'Afrique du Sud, l'Algérie, et il y a aussi la collaboration militaire entre l'Algérie et le Cameroun. Tout ça, c'est un travail qui est en train de se faire et qui va dans le sens du Mali et qui va dans le sens aussi du développement de l'Afrique. On peut plus reculer, on peut plus aller en arrière. Il y a une chose qui est certaine. Si l'Afrique ne profite pas du changement géopolitique actuel, eh ben, on va disparaître à jamais. Et on reviendra pas là. Là, il y a une génération de panafricanistes, grâce au travail aussi, à l'exploit de Afrique Média. Ça, il faut le reconnaître. Vous étiez les premiers, vous êtes toujours les seuls à faire ça. Donc, grâce à votre travail aussi, l'éveil, la prise de conscience au niveau de toute l'Afrique, et c'est très important. C'est un travail qui est excellent. Et donc, quand on met en fait, c'est comme une chaîne. On est en train de mettre les maillons l'un collé à l'autre, et forcément, ça va aboutir. Et ce qui se passe au Mali, quand je vois que le peuple est toujours solidaire avec son armée, et c'est toujours le conseil que je donne, il faut rester derrière votre armée. C'est l'armée qui défend les frontières. Et c'est l'armée qui défend aussi l'intégralité du territoire malien. Donc il faut les soutenir, ça leur donne du courage de se sentir soutenus. C'est ça la véritable arme, c'est ça. C'est pas uniquement les munitions et c'est pas uniquement les hélicos, c'est le peuple qui est derrière qui encourage. Et croyez-moi, moi je suis née en face d'une caserne. Ma grand-mère travaillait dans une caserne, j'ai été élevée au milieu de 5 casernes différentes. J'ai bien côtoyé les militaires et ça leur donne une force de se sentir soutenus. Surtout quand c'est des patriotes comme ce qu'il y a au Mali maintenant. Tout à l'heure, j'ai parlé du pire ennemi de l'idéologie, c'est le patriotisme et le nationalisme. Et c'est ça qui va sauver l'Afrique, parce qu'il y a un nationalisme qui revient en force, et ça va nous donner une porte de sortie vers un nouveau monde qui est en train de se dessiner. Et je vous donne aussi une information, il y a 19 pays, il y a le Cameroun dedans, ça je suis sûre, il y a l'Algérie, il y a le Nigeria, je connais pas tous les autres, j'ai pas toute la liste, mais au niveau des Nations Unies, ils sont en train de faire un travail pour avoir un siège, et un siège pas non permanent, mais un siège qui représentera l'Afrique. Il y a un travail qui est en train de se faire dans ce sens-là. On analyse alors, Sylvain de Bogo, je reviens vers vous. Alors, on sait d'emblée qu'il y a un acharnement, ou qu'il y a toujours eu un acharnement contre des pays africains aujourd'hui, un peu plus contre le Mali, alors qu'il soit
endogène ou exogène cet acharnement contre le Mali? Est-ce que vous pensez justement que les autorités maliennes peuvent tenir le coup? Merci madame, le Mali n'a pas de choix. Les dirigeants maliens actuellement n'ont pas le choix que d'avancer. Le seul choix, ou bien s'ils ont un choix, c'est d'avancer. Parce que le Mali, si ces gens, ceux qui dirigent aujourd'hui le Mali, fléchissent les jambes, c'est tout, en tout cas, c'est tout l'engagement. Monsieur Sylvain de Bougou, est-ce que vous pouvez réactiver votre micro s'il vous plaît? Vous l'avez tout simplement muté. Oui, c'est tout le monde, tout qui va se couler. Et donc, le Mali n'a pas le choix. Oh, shit. Ah. Ouais, c'est quoi les Monsieur... les gens. Allez-y, monsieur de Bougou, on vous entend maintenant. Voilà. Donc, je disais que c'est tout le Mali. Si les Maliens reculent, c'est toute la stratégie de la liberté, en tout cas, de l'Afrique qui s'écroule. Et donc, le Mali qui est aujourd'hui une référence, les Maliens qui ont engagé le combat pour la liberté véritable de l'Afrique n'ont pas le choix. Quelles que soient les attaques qu'ils auront, ces messieurs, ces dames, ce peuple malien doit avancer. Il doit avancer et nous sommes sûrs que les relations que le Mali est en train de tisser avec d'autres pays, que ce soit la Russie, la Chine, et même à l'intérieur de l'Afrique, je pense que ces relations-là vont s'en aller grandissantes. Et donc le Mali doit réussir parce qu'à travers le Mali, ce n'est pas ce seul peuple que la France attaque. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un exemple, c'est un cobaye que on veut présenter à travers le Mali pour dire si jamais vous osez comme le Mali, voici comment on va vous écraser. Et donc pour nous, nous disons que le Mali doit réussir et surtout pour réussir, cette force nuisible qu'on appelle MINUSMA doit partir forcément. C'est une tour de contrôle qui est en train de contrôler les faits et gestes des Maliens. Le Mali également, ils doivent être très courageux, même si ce n'était pas la question, mais ils doivent être courageux pour que le Mali ait son argent, pour que le Mali ait vraiment sorti du franc CFA. Il faut ces deux faits maintenant, pas plus que 2 ans, 3 ans, mais maintenant, pour que le Mali libère sa population et toute l'Afrique. C'est ce que je peux dire. Le Mali va réussir. Rapidement, on va passer la parole à chacun d'entre vous pour une dernière prise de parole avant de se séparer. On tend vers la fin de l'émission, dans quelques minutes seulement. Nous allons mettre la clé sous le paillasson, Monsieur Charlie Kenyé, pour sortir de cette émission. Qu'est-ce que vous dites en définitive justement donc sur ces accusations de l'ONU contre l'armée malienne et les instructeurs russes? Bien, moi ce que je dis c'est que c'est du réchauffé, c'est du connu, nous sommes habitués à ce genre de déclaration de sortie, surtout que cette sortie n'a aucun fondement juridique, aucun fondement légal. Je crois que Linda Labarui et moi tout à l'heure nous vous expliquions justement le process pour en arriver à ce genre de communiqué. Il faut se baser sur des preuves, surtout que dans le cas d'espèce, c'est tout un État qui est attaqué. Lorsqu'on attaque les FAMA, les forces armées maliennes, c'est tout le peuple malien qui est attaqué. Donc, ce n'est pas des accusations, ce ne sont pas des accusations qui doivent se faire à la légère. Il faut s'appuyer sur des faits. Il faut qu'on nous dise clairement qu'il y a une mission d'enquête qui est allée sur le terrain. Il y a eu des personnes qui ont été auditées. Il y a eu des preuves matérielles qui ont été collectées. C'est sur la base de ce genre de fait qu'on peut arriver à un tel rapport. Clairement, on dit que cela n'a pas été fait, mais on a comme l'impression, je pense qu'on l'a démontré au cours de cette émission, que nous sommes là dans les vieux schémas, justement en France africaine, des vieux schémas de la DGSE qui consistent par un certain nombre de mécanismes à stigmatiser un tiers pour justement amener les autres à pouvoir les étiqueter. Donc, véritablement, cela ne nous inquiète outre mesure, surtout que lorsque l'ONU se plaît à valider
un tel rapport, l'ONU également démontre aux yeux du monde son impartialité, parce que l'ONU étant très bien ancrée au mécanisme ou alors au processus pour arriver à la sortie d'un tel communiqué, ce processus n'ayant pas été respecté et que l'ONU se plaise à adouber, à valider un tel rapport, cela démontre également à suffit de cette phrase qui disait c'est celui qui paie la note, c'est celui qui paie la note qui commande le menu. Donc aujourd'hui, les Africains n'ont pas réellement à s'intéresser à ce qui est en train de se faire à travers ce rapport, mais beaucoup plus à comprendre ce qu'il y a derrière ce rapport. Et justement, ce qu'il y a derrière ce rapport, c'est de fragiliser les autorités de la transition, c'est de se servir de ce rapport comme moyen de pression pour justement obliger les autorités de la transition à ne pas appeler prochainement un départ de la MINUSMA sur le sol malien, comme je vous le disais tantôt. C'est aujourd'hui la dernière ou alors la seule force de reconnaissance de la France sur le territoire malien. Or, cette force-là, si vous appelez au départ, je pense que la France aurait perdu tout ce qu'elle a comme regard, ou alors tout ce qu'elle a comme objet d'appréciation véritablement du théâtre malien. Donc, on est en train de jouer sur des mécanismes qui concourent justement à ce qu'on a l'habitude de parler, à ce soft power qui, comme le disait John Bolton, un officiel américain, lors d'une émission télé qui faisait savoir que les États-Unis ont participé à la chute de beaucoup d'États à travers le monde. Et justement, à travers les opérations de farce là, ce qu'on appelle les opérations de faux drapeau, à travers les opérations clandestines qui consistent justement à mettre les peuples, à affronter, à confronter les peuples entre eux, à justement éliminer un certain nombre d'acteurs et mettre le coup de l'élimination sur le dos peut-être des autorités ou bien alors d'une personne. Donc c'est un peu comme ça que ça marche. Donc le Mali n'a pas à s'inquiéter de ça et le Mali doit tenir. C'est-à-dire que aujourd'hui le Mali est en train de mener une lutte, non pas pour elle-même, mais mène une lutte pour tout le peuple africain. C'est une guerre de libération qui est en train de se faire du côté du Mali. Et dites-vous bien une chose, c'est que si ceux-là qui pensent détenir le monde, qui pensent avoir le monopole de vie et de mort sur les populations du monde, arrivent justement à mettre en mal la transition malienne, je peux vous rassurer, comme Lina Larbalou le disait tout à l'heure, nous sommes repartis pour encore au moins 4 siècles d'esclavage. Donc, le Mali doit tenir, les autorités de la transition malienne doivent tenir. Et le Mali doit aller puiser même au fond de ses ressources, parce que lorsqu'on parle du Mali, on parle quand même d'un peuple qui depuis des années a toujours été debout face à l'ordre impérial. Si on parle du Mali, on parle du Mali d'Aboubacar, du Mali de Mansa Moussa, de Sundiata Keita, de Modibo Keita. Donc ce sont des personnes aujourd'hui qui sont également dans la lutte de libération, dans le combat panafricaniste, des figures de proue, des personnes que nous tenons en respect. Donc c'est ce Mali-là qui doit être mis en avant et c'est ce Mali que nous, qui sommes de la société civile, nous qui représentons les autres peuples du monde, nous devons accompagner, devons soutenir. À travers les analyses que nous faisons sur nos plateformes, à travers justement les interventions que nous faisons sur nos plateaux de télé, mais bien plus encore à travers le soutien que le peuple malien doit donner à son armée, parce que, et je crois que je vais terminer par ça, l'armée d'un pays reste le dernier rempart face à toute menace étrangère qui pourrait menacer ce pays-là. Et je dis toujours, le défi des peuples africains aujourd'hui n'est nullement la démocratie. Le défi des peuples africains aujourd'hui n'est nullement l'alternance au pouvoir. Encore moins tout ce dont on a l'habitude de nous vanter. Le véritable défi des peuples africains aujourd'hui se résume en premièrement le parachèvement des processus de souveraineté. Et ce parachèvement des processus de souveraineté passe déjà par les armées fortes. Il faut restructurer nos armées. Je le dis toujours, il faut restructurer nos armées. On a l'habitude de nous dire donc, au Mali on nous dit qu'il faut aller aux élections. En République centrafricaine on nous dit qu'il faut aller aux élections. Il ne faut pas modifier la constitution. Ce sont des bêtises. Aujourd'hui, tous les États, et vous allez confirmer avec moi, tous les États qui s'engagent dans le chemin de la restructuration de leur armée, on voit très bien ce qui les arrive. Je vous prends quelques faits. Le Mali, à travers le processus de restructuration de l'armée malienne qui est en cours aujourd'hui, on voit tout l'acharnement qui est en train d'être fait contre le Mali. La République centrafricaine, à travers le processus de restructuration de l'armée centrafricaine qui est en cours, on voit tout l'acharnement de la soi-disant communauté internationale autoproclamée, comme le disait mon ami Jean-Charles Aoumou, que je salue la nouveau aujourd'hui. On voit tout l'acharnement contre la République centrafricaine. Et même le Cameroun, je tiens à vous rappeler qu'il y a un processus de restructuration de l'armée camerounaise qui a été entrepris depuis les années 2000 par le président camerounais, son excellence Sopoulbia. Et depuis là, on voit tous les menaces auxquelles font face le peuple camerounais et l'armée camerounaise. Donc c'est ça le défi aujourd'hui. Et derrière ces armées-là, au-delà de l'ordre des gouvernants, de l'ordre du politique qui est de restructurer ces armées, les peuples doivent les accompagner, doivent les soutenir, parce que justement, pour reprendre le schéma du football, le peuple reste le 12e homme lorsque l'armée est au front pour combattre pour la liberté. Merci pour toutes vos analyses et explications. Lina Larbalou, en 30 secondes, s'il vous plaît, un dernier mot pour sortir de cette émission, un mot de conclusion. Je peux dire à nos frères maliens,
c'est que le président Boumedienne, qui était le fils spirituel de Modibo Keïta, paix à leur âme tous les deux, nous disait, quand vous voyez que la France s'acharne dans sa méchanceté, sachez que nous sommes sur la bonne voie et le bon chemin. Ça c'est clair, ça c'est clair. Beaucoup à vous, Linda Larbaoui, Sylvain de Bougou. On va sortir avec vous un dernier mot pour conclure cette émission justement sur ces accusations. Les Nations je demande ici aux autorités maliennes d'être vraiment vigilantes. C'est la seule chose que je peux leur dire, mais c'est parce que elles sont en train de travailler pour le Mali et pour les Maliens et aussi pour l'Afrique que l'ONU s'acharne contre eux, ces Maliens. Donc, il faut qu'ils restent forts. Nous sommes avec eux, Afrique Média avec eux, et vive l'Afrique. La liberté, c'est toujours la lutte. Je vous remercie. Merci à tous les trois d'avoir participé cet après-midi avec nous à ce programme spécial d'appel sur le continent. Merci à l'équipe technique de cet après-midi, mesdames, messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis de bout en bout. Restez bien sûr en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. À très bientôt. Au revoir.